Bienvenue dans le monde de Tada, je suis Tada et on se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode du journal de bord. Alors qu'est-ce que c'est que le journal de bord? Ça va être en fait une vidéo par semaine avec mes achats manga et donc lecture de ces achats de la semaine, les lectures médiathèques ainsi que les lectures numériques de la semaine. Pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait au lieu d'avoir une vidéo par mois achat manga qui durera 40 minutes sur laquelle je dois passer relativement vite sur les mangas que j'ai lus, je préfère faire une vidéo par semaine et vous parler des lectures achats que j'ai fait. Donc là typiquement j'ai acheté des trucs que je n'ai pas encore lus, je vous en parlerai pas, par contre je vais vous parler des achats que j'ai lus. Ensuite, il y aura les lectures médiathèques, donc ça reprendra un peu la partie lecture au mania que j'avais déjà fait avant, et la lecture numérique, parce que j'ai envie un petit peu aussi de sensibiliser à ce nouveau type de lecture, et moi c'est un truc qui me plaît pas mal, et donc voilà, vous aurez les trois dans la vidéo, vous n'êtes pas obligé de regarder les trois, c'est chapitré, donc il y aura trois parties, achat, médiathèque et numérique. Et si le concept vous plaît, parce que c'est un petit peu un crash test cet épisode-là, dites-le moi en commentaire et on partira sur une vidéo comme ça par semaine. Pourquoi? Tout simplement parce que je suis pas super actif en ce moment sur YouTube, vous le voyez, je réponds plus trop aux commentaires. Je ne commande pas non plus beaucoup de vidéos des confrères, même si je regarde quelques-unes. J'ai d'autres choses à faire en ce moment avec le boulot et d'autres trucs comme ça. Et donc, en fait, au lieu de faire une vidéo par mois achat manga, qui sera un petit peu la vidéo contenu facile, chiante, et puis j'ai pas forcément envie d'avoir juste une vidéo par mois pour être un peu plus actif, vous parler toutes les semaines de ce qui s'est passé cette semaine dans mes lectures, donc vous conseiller et autres, et en débattre avec vous. En tout cas, si ça vous plaît, dites-le moi en commentaire. Cette intro est beaucoup trop longue, et on commence tout de suite avec le générique et les achats manga de cette première semaine de mars. Pour cette première semaine de mars, j'ai acheté donc Les Amants Sacrifiés, le tome 2, édité chez Kiun, toujours dessiné par Masasumi Kakizaki et sur une idée originale de Kiyoshi Kurosawa, Ryusuke Hamaguchi et Tadashi Nohara. Donc c'était un film à la base qu'ils ont réadapté donc en manga, dessiné par le génialissime Masasumi Kakizaki. Donc j'adore toujours autant le trait de l'auteur. J'ai bien aimé cette histoire globalement, j'ai trouvé le tome 1 un petit peu mieux que ce tome 2 en termes d'écriture et même globalement de messages qu'il y avait à transmettre, etc. Toujours cette place de la femme en fait dans le couple, un petit peu dans la société. J'ai beaucoup aimé ça. Maintenant j'aimerais quand même pousser un coup de gueule. Vous allez dire putain Loïc, c'est chiant encore un coup de gueule contre Kiun, mais là je trouve que cette série là c'est trop. Voilà, je préfère passer les coups de gueule au début de vidéo. Mais si vous l'avez lu, vous allez sûrement penser pareil. C'est 10€ le tome. Le tome fait à peine 120 pages. Voilà, il est tout fin. Si je prends un manga normal, dont je vous parlerai après, juste à côté, vous voyez, il est vraiment tout fin. 120 pages, c'est 10€. On n'a même pas de truc à la fin, c'est-à-dire que le manga se termine. Il y a la page de fin qui est là. Et directement après, c'est la fin du livre en fait. Voilà, il n'y a pas de page bonus, il n'y a rien du tout. Et l'intro, pareil, pas de page couleur, rien. C'est 10€. Le premier tome était lui aussi assez fin, je crois 130 pages. Pourquoi ne pas faire un gros tome à 15€ avec les deux dedans? Pour Masasumi Kakizaki, en fait, j'ai l'impression que Kiun, sur cet auteur, récemment, n'en a vraiment rien à foutre. Je présume qu'ils vont perdre les droits de l'auteur. Et du coup, ils en ont essayé d'en profiter une dernière fois parce que Green Blood, ils ont arrêté de le commercialiser. Bestiarius, c'est pas eux. Hideout, pareil, je crois que ça va passer en arrêt de commercialisation bientôt. Et qu'est-ce qu'ils avaient d'autre? Celui-là. Et pour le coup, je trouve ça, mais franchement regrettable. Pour faire des collectors de MHA tous les mois, etc., il y a du monde. Pour mettre en avant leur prose à eux, il y a du monde. Par contre, Les Amants Sacrifiés, rien du tout. Pareil, 5 mois entre le tome 1 et le tome 2 pour un truc qui était déjà fini. Et 0 com sur le tome 2. Alors que le tome 1, il avait comme beaucoup en avance. Enfin, là, je comprends vraiment pas ce qui se passe avec cet éditeur en ce moment. Ils ont une stratégie qui est commercialement impeccable pour se faire plein d'argent. Donc, des nouveautés attendues, beaucoup de collectors, quasiment que ça, et une mise en avant énorme de leurs 3-4 séries phares, et ensuite leur expansion au Japon, donc avec Léviathan et autres qui maintenant sont publiés chez un éditeur japonais. Donc ça c'est une très bonne nouvelle pour eux parce qu'ils vont se faire plein d'oseille. Par contre, pour toutes les autres séries qui sont chez Kiun, on se fait un petit peu douiller quoi. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, bon, pour ce tome, dessin toujours aussi magnifique, une histoire un petit peu en dessous. Je pense que ça rendrait mieux en film. Un tome 1 mieux que ce tome 2, mais globalement, voilà, dites-moi si vous avez apprécié Les Amants Sacrifiés. Je continue tout de suite avec les déceptions, parce que comme ça, ce sera fait. Vous savez que j'avais commencé à lire L'Ère des Cristaux, j'ai donc acheté le tome 6 et 7.
Et voilà, je suis plus dedans. Il fallait le dire, je suis absolument plus dans l'ère des cristaux. On a toujours cette histoire, donc avec les Séléniens, qui sont un peuple qu'on ne connaît pas, qui vient et qui attaque nos 28 cristaux, à peu près tous les 6-7 mois, vu que l'histoire se déroule sur à peu près 2000 ans, je suppose, que là ça fait déjà peut-être 400 ans depuis le tome 1. On a toujours ces créatures immortelles, on ne sait pas d'où elles viennent, enfin on commence à comprendre un peu d'où elles viennent, on a des suppositions par rapport aux humains, à ce qui s'est passé avant, etc. Au début, je pensais que c'était un shoujo ou un josei, parce qu'en fait, l'action est finalement vraiment au second plan, et on s'intéresse beaucoup à la psychologie des personnages, à la perception de son corps, du corps de l'autre, notre mission, etc., la quête d'identité, et c'est un truc qui revient énormément dans les shoujo et josei de cette façon-là, avec ce style de dessin. Donc je m'étais dit que c'en était un, et finalement non, c'est un seinen. Enfin, c'est publié chez le magazine Afternoon, donc je crois qu'Afternoon, c'est ceux qui publient également Space Brothers. Globalement, le dessin, je trouve ça très cool, mais vraiment, j'ai du mal à comprendre. Il y a pas de scénario en fait. C'est-à-dire qu'on a les vagues d'ennemis qui arrivent tous les X mois. On a le combat, puis on a une espèce de remise en question. On a le héros qui se fait à moitié trucider la tronche, et il revient à la vie, et c'est ça en boucle depuis 7 tomes. Donc on m'avait promis des révélations de fou avec un world building assez intéressant, etc. Pour le moment, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas du tout. Ça va faire 7 tomes. Il y en a 11 actuellement. Je crois que le tome 8, je vais l'avoir la semaine prochaine. Mais il serait temps que ça décolle. Et le pompon sur... le truc qui a fait que ça passera, ça va, je pense je vais les revendre parce que ça m'a vraiment pas plu. C'est ce tome-là. C'est la deuxième fois de ma vie que je m'endors sur un manga. Voilà. Ça m'arrive jamais. Je suis pas quelqu'un qui m'endort quand je lis, à part devant des romans, à la limite. Mais les mangas, ça ne m'arrive pas. C'est la deuxième fois que je m'endors devant un manga. Littéralement, il m'est tombé des mains et je me suis endormi. Désolé à ceux qui aiment, mais c'est chiant. Voilà, on s'ennuie énormément, je trouve. Il est temps que l'histoire avance. Je laisse encore un tome ou deux peut-être pour avoir l'histoire, parce que de toute façon je les ai commandés, donc ils arriveront chez mon libraire. Mais il est clair que j'irai sûrement pas jusqu'au 11 si dans le top 8-9 il se passe pas quelque chose de fou, quoi. Parce que là c'est pas possible. Il y a des mystères absolument partout, et on a que du pseudo-relationnel. Alors, désolé, je vous montre pas plus de planches que ça, parce que sinon ça risque de vous spoiler. Certaines parties de l'histoire, je dis qu'il n'y a pas d'histoire, mais il y a quand même une trame qui se met en place, du moins avec les différents personnages entre eux. Et j'ai pas forcément envie de vous spoiler ce qui se passe entre les différents personnages, parce que voilà. Mais globalement, ouais, je trouve l'ambiance très épurée. Au niveau de l'ambiance, ça m'a un petit peu rappelé Apo Sims de Tuto Mounier. Mais Apo Sims avait une vraie proposition en fait derrière. Et là, j'ai l'impression qu'il est censé avoir une vraie proposition, mais c'est gâché par des chapitres qui ne servent à rien. Enfin, des chapitres entiers où ils font je crois que c'est ils font une bataille de pelochons. Parce que l'hiver arrive et que logiquement c'est censé hiberner. On s'en fout. Enfin... Voilà. L'ère des cristaux, pour le moment, je suis très déçu, j'en attendais énormément, et ça m'attriste de vous dire ça en fait pour ces 2 tomes. Mais là, pour le coup, il fallait en parler. Alors évidemment, c'est pas parce que ça me plaît pas à moi que ça me plaira pas à beaucoup d'autres personnes, il faut le dire. Mais voilà, moi dans mon cas, je suis en train de vraiment décrocher, et ça m'attriste parce que ça aurait dû me plaire. C'est un peu SF, anticipation, fantasy, c'est quand même joliment dessiné. Le concept est absolument incroyable. La relation au bouddhisme, elle est juste trop bien faite. Au niveau des designs, des trucs super intelligents, mais voilà, enfin, on s'ennuie. Il n'y a pas d'autre mot. Mais c'est comme ça. Je vous l'avais dit sur Instagram parce que j'ai lu les 2 à la suite. Donc après ma sieste et avoir fini le tome 7 de l'ère des cristaux, j'ai lu Dandadan tome 4 que j'avais déjà lu, donc en ligne sur alors c'était en scan à l'époque, maintenant c'est sur Manga Plus en anglais, donc j'ai lu en anglais maintenant, mais à l'époque je l'avais dû traduire en français, et ça par contre c'est génial, hein. C'est vraiment fou. Déjà au moment où ça sortait avant, et j'étais en mode c'est vraiment incroyable. Alors à la relecture c'est encore mieux, il y a un énorme travail. Alors je crois que c'est Sylvain Cholet qui a la trad, ouais c'est ça. Il y a un énorme travail de Monsieur Cholet sur la trad, que je trouve très drôle, très bien foutu. Et c'est vif, c'est dynamique, ça... Non mais matez-moi ces doubles planches, c'est juste trop stylé. C'est d'une fluidité sans nom, Dandadan. Plus on avance dans l'histoire, plus c'est extrêmement fluide, extrêmement drôle. Moi je trouve un truc qui est vraiment hilarant. Je vais essayer de vous retrouver les types de planches.
Ouais, typiquement ici là, les petits visages en plus en fait à côté des bulles, dès qu'il y a des phrases, au lieu de essayer de faire comprendre au spectateur d'où ça vient, il recule, il prend un plan d'ensemble, il met les bulles, en fait il met juste la tête des personnages en mode chibi, et en fait il y a des expressions à chaque fois qui me font mourir de rire, et je trouve ça vraiment trop bien. Je maintiens ce que j'avais dit dans ma vidéo Parlons de Dandadan, enfin Dandadan parlons-en je crois. Je pense vraiment que c'est un bouquin qui ne cible pas le public que les gens pensent qu'il cible. Je pense que beaucoup de personnes pensent que ça cible les adolescents assez jeunes, notamment à cause de l'humour. Et moi je pense réellement que ça cible, tout comme Kaiju 8, je pense que ça cible plutôt les trentenaires voire quarantenaires qui ont grandi avec les shonen des années 80-90, qui ont fait une pause dans le manga et qui veulent redécouvrir un petit peu cette vibe qui va vite, qui frappe, qui se prend pas la tête, qui est un petit peu avec un humour potache, parce que c'était vraiment ce qui marchait à l'époque quand tu regardes Dragon Ball, tout ça. Et ça marche extrêmement bien. En tout cas, sur moi, ça marche vraiment super bien. Je pense que c'est actuellement avec Kaiju un des meilleurs shonen en cours. Je pense que les trois meilleurs shonen en cours pour moi, c'est Kaiju, Dandadan et My Hero Academia à l'heure actuelle. De très loin devant tous les autres, en tout cas ceux que je lis. Mais voilà. Donc Dandadan, moi je trouve ça vraiment trop bien. Et franchement, toute la haine qui s'est pris juste pour le premier chapitre, pas mérité. Bref, ceux qui lisent, vous savez très bien de quoi je parle. Sans transition, par rapport à Sylvain Cholet, d'ailleurs, le directeur éditorial de Dandadan, hein, c'est Pierre Valls. Et ce qui est marrant, c'est que c'était la personne qui était avant sur cette série. Voilà, donc c'est Pierre Valls et Sylvain Cholet qui sont qui étaient à la direction donc de Innocent. Alors ce qui est marrant, c'est que par contre, c'est bizarre parce que ça c'est Crunchyroll, ça c'est Delcourt, et je pensais que c'était Monsieur Lafine qui était chez Delcourt. Sachant qu'Innocent ça a été publié entre 2012 et Innocent Rouge s'est terminé il y a pas très longtemps en France. Étonnant, est-ce qu'il y aurait des trucs qu'on ne sait pas par rapport à Crunchyroll Delcourt, mais non. Enfin bref, c'est voilà petite interrogation. Bref, ça parle de la famille Sanson qui sont des bourreaux qui exécutaient les personnes de la monarchie, notamment en France dans les années 1780 et des poussières. Révolution, tout ça, 80-90. Enfin, ça a dû commencer en 1750, ça a dû se terminer en 1820, peut-être 1810, quelque chose comme ça. Donc je suppose que le manga va couvrir cette période. Je n'en sais rien. Je me suis absolument rien spoil du manga. Je sais juste que c'était une fresque historique un petit peu réinventée par Shinichi Sakamoto, qui est aussi l'auteur de Ascension. Et donc j'ai lu ce tome 1 là, il y a pas longtemps avant de faire cette vidéo. Et c'est vraiment trop bien. Là pour le coup, je suis pas déçu et j'en attendais moins que l'ère des cristaux, mais alors là, du coup, maintenant, je suis trop hypé par la suite. C'est tout ce que j'aime en fait. Ça traite d'une période historique qui est un petit peu romancée, si vous voulez. C'est adapté d'un bouquin de c'est adapté d'un bouquin de Masakatsu Adachi qui s'appelle Shikei Shikononin Sanson, donc les Sansons exécuteurs des hautes œuvres. La page d'ouverture du manga, elle est juste sublimissime. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Et tout le manga a très peu de trame. Voilà, c'est-à-dire que quand vous allez voir des scènes dans le manga, bah, ça va être des décors en photoréalisme. Ça va être des personnages dessinés un petit peu pareil. Bon, il y aura des scènes de torture, je vous montre de loin, mais concrètement, c'est un manga qui est très très trash. D'ailleurs, je pense ce tome 1 était relativement soft comparé à la suite de la série, je suppose. Vu qu'on va parler d'exécution, de torture, etc. Et j'ai beaucoup aimé. Il y a un énorme côté. Il y a un truc qui me rappelle Griffith dans l'ambiance de la série. Alors peut-être par rapport aux tenues, etc. Parce que bon, voilà, c'est une période. Enfin, vous voyez, c'est exactement ça, quoi. Et pour le coup, donc ça va traiter de la famille Sanson. Et j'ai hâte de savoir la suite. 9 tomes pour le moment. J'adore les bouquins historiques. Si vous avez des recommandations de mangas historiques, n'hésitez pas. Alors attention, je précise, pas des recommandations de mangas historiques de type samouraï, Japon, etc. Ça ne m'intéresse pas, je n'aime pas ça. Par contre, des mangas historiques qui traitent de n'importe quoi d'autre, allez-y. Donc j'ai déjà La Reine d'Égypte, j'ai déjà Kingdom, j'ai déjà Blissful Land, j'ai Innocent, j'ai Mademoiselle Mozart, j'ai pas mal d'autres trucs historiques qui doivent traîner
à droite à gauche, et je compte, donc j'avais commencé à lire en médiathèque, donc Bright Stories, là je vais commencer à lire Arte, Isabella Bird, donc ne me les recommandez pas parce que de toute façon c'est dans ma liste. Mais si vous avez d'autres séries, je sais qu'il y a l'Oxalis Sailor qui a l'air d'être pas mal, il y avait Golden Kamuy, mais est-ce que c'est vraiment historique? Ça fait un peu pièce de théâtre, j'ai l'impression. Alors bref, si vous avez des mangas historiques, n'hésitez pas à me les recommander, parce que je me rends compte qu'avec la science-fiction, c'est vraiment les deux genres que j'affectionne le plus dans le manga. On continue, dernière vague d'achat, dernier titre, c'est The Frontier. Alors c'est un... Je sais pas si c'est réellement un manga, c'est édité par Le Lombard, c'est un manga bande dessinée, je sais pas trop, voilà le style graphique. Ça me fait penser un petit peu à ce que Salinville avait fait sur Last Man, pour certains trucs de Last Man, je pense à la couverture notamment, voilà. C'est écrit par deux Italiens, donc Fioriniello et Pagliaga. Ça parle, donc c'est un western de dark fantasy, moi c'est pour ça que je l'ai acheté. Mon libraire il m'a dit ouais t'as vu ils ont sorti Le Lombard se met au format un petit peu manga comme ça, et ils ont sorti un western en dark fantasy. J'étais en mode un western dark fantasy, intéressant, j'ai acheté. J'ai acheté, donc on est sur une espèce de Suicide Squad. Ces 5-là doivent protéger les gens d'une tempête. Ces 5 sont des méchants à la base, d'où le terme Suicide Squad. Et ils vont se taper dessus dans un univers western, donc avec les règlements de compte à la western. Mais tout ça avec des créatures mythologiques. On a une espèce de minotaure à un moment donné. On a une espèce de démon. On a Note qui me fait penser à, dans Suicide Squad à, j'ai oublié son nom, à la sorcière maléfique là qui réveille. Alors dans le film elle arrive vers la fin, mais dans les comics elle arrive beaucoup plus tôt. Ça m'a fait penser à ça. Et pour le coup ça se lit super bien. J'ai beaucoup aimé le style graphique. Ça fait très franco-belge ça fait très franco-belge, mais avec un découpage et un rythme qui vient du manga et un format qui vient du manga, mais en lecture occidentale. Donc lecture à la française, en franco-belge aussi. Voilà, quoi dire de plus à part dire que c'était bien et que je pense qu'il faut que vous laissiez sa chance à ce genre de récit, parce que c'est typiquement le genre de truc qui va pas se vendre, mais qui a un potentiel qui est vraiment là et qui vous fera un petit peu sortir de vos habitudes. En plus, je sais pas combien ça coûte, je pense que ça doit être entre 10 et 11 euros. Il y a plus de 300 pages. Enfin, il y a 220 pages. Vous voyez que c'est le même prix et le même format que Kiyun, et il y a le double de pages. Donc voilà. Et sachant que c'est Le Lombard, donc ça veut dire que de base, il publie des bouquins qui sont quand même jolis, etc. Et il faut y mettre le prix. Bon. Voilà, on va peut-être arrêter de se foutre de la gueule du monde à un moment donné. Bref, The Frontier, moi je vous conseille d'y aller. C'est un tome 1, donc je suppose qu'il y aura, bon, vu ce qui se passe à la fin du tome 1, je pense que la série va faire 4-5 tomes peut-être. Donc pas un énorme investissement, mais en tout cas c'était une très très bonne découverte pour moi. Et je me remercie mon libraire Mathieu, si tu passes par là, même si je pense pas, de m'avoir conseillé ce bouquin. On va maintenant passer aux lectures médiathèque. Alors j'ai emprunté pas mal de trucs à la médiathèque, je pense notamment à En proie au silence, etc. Mais je n'ai lu que 2 tomes pour le moment, parce que c'est des tomes qui m'ont occupé assez longtemps. Ils sont assez longs à lire, mais c'était vachement bien. C'est l'histoire des 3 Adolphes, le tome 1 et le tome 2 de la première édition, donc d'Osamu Tezuka, édité chez Delcourt Tonkam. Donc j'ai les 3 et 4 qui m'attendent à la médiathèque pour aller lire à la fin. C'est l'histoire un petit peu romancée de, comment il s'appelle, Toge, alors Sohei Toge, qui va perdre son frère assassiné au tout début, dans un Japon pré-Seconde Guerre mondiale, et en fait son frère aurait découvert un secret sur Hitler, aurait tout consigné dans des papiers, et aurait laissé le secret quelque part, et ce secret pourrait remettre en cause le Troisième Reich. Et donc on va suivre au début donc Sohei Toge qui va un petit peu essayer de retrouver qu'est-ce que c'est que ce secret, etc. Il va le trouver assez rapidement, je vous dis pas ce que c'est. Et on va suivre également donc 2 autres personnes, Adolphe et Adolphe. Le premier Adolphe est un juif en fait, est un enfant juif vivant au Japon, et son meilleur ami s'appelle Adolphe également, mais issu d'une famille comment on pourrait dire, allemande et japonaise, donc almano-japonaise, quelque chose comme ça. Et son père, étant donc extra fan de Hitler, etc., voulait que son fils aille dans la Hitler High School, et son fils
ayant un meilleur ami juif, forcément ça va lui poser problème. Voilà, on va suivre ces 3 histoires. Alors je suppose qu'il y aura un autre Adolf après, peut-être le vrai Hitler. Pour le moment en 2 tomes, j'ai eu que 2 Adolf sur les 3. Mais on en aura peut-être d'autres après. L'histoire est relativement simple à comprendre tout en étant complexe, parce que ça se déroule dans un monde, dans un univers que nous on connaît très bien, la Seconde Guerre mondiale. En tant que Français, c'est un truc qui revient tout le temps. Il y a qu'à voir, les drames français qui ne sont pas des drames de notre époque sont tous pendant la Seconde Guerre mondiale. Et à chaque fois c'est des histoires d'amour. Donc on reprend un petit peu ce principe-là, il y a des histoires d'amour, femmes, hommes, tout ça. Je vous laisserai voir. C'était assez cool à lire pour le moment pour ces 2 tomes. Pas beaucoup de twists scénaristiques, mais un univers et une rythmique qui est relativement cool, allant de personnage en personnage. Donc forcément, ils n'ont pas forcément le lien tous ensemble. Pour le moment, ils en auront après. Et on va prendre un petit peu, voilà, je pense que Urasawa s'est un petit peu inspiré de ce genre de bouquin dans sa construction narrative avec plusieurs époques, plusieurs personnages qui interagissent chacun de leur côté. Et au bout d'un moment, ils vont se regrouper, ils vont avoir un lien ensemble, tout ça. On a un petit peu ça. Moi j'ai trouvé ça vachement bien. À la fin de chacun des tomes, il y a beaucoup d'explications. Voilà, il y a des exégèses qui ont été écrites par Didier Passamonique Kosei Ono, enfin du moins dans ma version à moi, et qui racontent un petit peu tout ce qui se passait à l'époque, voilà, donc avec des documents historiques, les inspirations de l'auteur, la réalité, voilà. Sachant que l'enquête se passe au Japon et en Allemagne, et là où moi j'en suis, on est déjà en 41, donc ça va relativement vite, mais c'est pas fini, hein. Je pense que là, je suis qu'au début de mes surprises. Les tomes sont assez gros, je crois que la nouvelle édition de Delcourt reprend les 4 tomes, et pour le coup c'est plutôt cool. On va suivre beaucoup de personnages différents, beaucoup de situations différentes. L'enquête est vachement cool, la situation des 2 Adolphes l'est également, la situation des personnages féminins l'est également. Malgré tout, je reste sur ma vidéo, je n'aime pas ces auteurs, j'aime toujours pas le style de Tezuka. Je vais aller au bout parce que je pense que pour la culture, faut quand même le faire, et puis ça reste une très bonne histoire. Mais graphiquement parlant, je peux pas, enfin c'est... On dirait une vieille BD, enfin... Il n'y a aucune émotion, vous voyez, il y a des morts, il y a des trucs comme ça, et je ne ressens absolument rien quand je lis du Tezuka, quoi. J'ai l'impression d'être détaché du truc et de lire un vieux comic strip que j'avais à mon père, et voilà, j'adhère toujours pas à son style, et là je suis en train de lire du Kamimura en plus de ça, avec Maria, et c'est pareil, quoi, c'est super bien écrit, mais punaise, le style graphique, c'est pas possible. Voilà, moi ça me passe au-dessus, et pour des bouquins qui sont censés faire ressentir des choses, c'est pas normal que ça me passe autant au-dessus. Mais voilà, donc pour les emprunts médiathèques, on passe à la dernière catégorie qui sont les lectures, donc numériques. Pour les lectures numériques, ça va aller assez vite. J'ai lu donc un tome entier sur Manga.io, voilà, on va en parler juste après, et quelques chapitres sur Manga Plus. Donc pour ce que j'ai lu récemment, il s'agit de Onera, le tome 3. Donc Onera, c'est cette série-là, écrite par Cab et dessinée par Federica Di Meo. J'en ai fait un épisode de podcast où j'ai reçu donc Inès, Scarlett et Cab pour discuter de ce bouquin. C'est de la dark fantasy, c'est vraiment mais trop bien. C'est excellentissime, vous voyez en termes de dessin en plus, Federica Di Meo c'est absolument déchaîné. C'est vraiment sublimissime. Les personnages sont tous super bien dessinés, l'action elle est extrêmement bien retranscrite. Et encore une fois les décors, les personnages. Tout est magnifique, on ressent une énorme inspiration de The Witcher. Alors j'ai lu que le tome 3 parce que j'avais déjà lu les 2 premiers avant, et ils doivent traîner d'ailleurs quelque part chez moi, même si j'en ai jamais trop parlé, mais j'aime bien cette série. J'aime même beaucoup. Donc n'hésitez pas à aller écouter le podcast. Je vous remonte encore une petite planche, voilà, c'est magnifique, c'est juste sublime. Et on va suivre donc l'histoire d'une chasseuse de monstres, de primes, de bêtes, de ce que vous voulez, qui va donc qui va répondre à des actes de mercenaires concrètement par rapport à je sais pas si c'est vraiment une prophétie, mais à des créatures un petit peu comme à The Witcher. Concrètement, moi je vous le dis, vous prenez la quête secondaire et le chapitre, le dernier vœu de The Witcher, vous transcrivez ça en relation mère-fille, et vous avez un petit peu l'histoire de Onera. C'est vraiment très bien. Franchement c'est trop cool. Vous voyez, encore une illustration qui est absolument magnifique par rapport à ça. En termes de rythmique, on a beaucoup de révélations sur le monde, sur les monstres, etc. Et pour un bouquin qui est en 3 tomes, je trouve qu'avoir autant de révélations et autant de relectures, parce que au tome 3 on peut relire le tome 1 et avoir des nouvelles lectures de plein de trucs, un petit peu comme l'attaque des titans, ce qu'il avait fait Isayama.
Et ça, je trouve ça vraiment génialissime. Voilà. Puis c'est un récit à univers, alors forcément, moi je kiffe. Et l'autre truc que j'ai lu du coup en ligne, en version tablette. Donc pour ceux qui se demandent, c'est une tablette en format 11 pouces, non 10.8 pouces. Ça passe plutôt bien pour lire la plupart des mangas. Pour le coup, je m'en sers pour lire des bouquins et pour regarder YouTube le soir dans le lit. Et pour le coup, ça passe vraiment, vraiment très bien. Vous voyez, hop, on va juste ouvrir en français. Tac. Ça se lit vachement bien. J'ai lu donc le chapitre 81 de Kaiju 8. Je vous montrerai pas d'autres planches parce que sinon ça va vous spoiler. Mais juste pour vous dire que Kaiju 8 actuellement c'est une véritable folie. C'est beaucoup trop bien. Ça s'arrête pas. Depuis le tome 1, on mange mes caviar, chapitre sur chapitre. Naoya Matsumoto est trop forte. Voilà. Là on arrive encore à un point. On arrive à un point de non-retour pour nos personnages. Le fameux. Je confirme que la série durera pas indéfiniment. Hein. Là, je pense qu'on est pas dans l'arc final, mais en fait, je sais pas. Vous voyez concrètement, si la suite de ces chapitres-là nous amène à une révélation sur la provenance des kaiju, dans ce cas-là, ça veut dire qu'on va attaquer la suite et la série sera plus longue. Par contre, si l'autrice ne veut pas aller au bout de cette idée-là et veut s'arrêter, ça sera totalement faisable. On aura pris notre pied pendant 10-12 tomes maximum. En tout cas, les combats actuels sont juste trop bien dessinés. Je vais peut-être vous montrer juste. Voilà, ça spoile rien, ça. Regardez-moi, c'est juste incroyable. Et je trouve ça trop bien. En termes de rythmique et de narration, ça va à toute berzingue, ça perd pas son temps et c'est génialissime. Le seul défaut, on n'a qu'un chapitre toutes les 2 semaines, donc c'est relou. Voilà, c'est pas. Moi, j'aimerais bien avoir un petit chapitre plus souvent parce que pour le coup, Kaiju, j'en redemande. Hein. Dites-moi ce que vous lisez vous en numérique et si vous avez d'autres plateformes, parce que moi je lis sur Manga.io, j'ai tous les City Hunter en numérique, d'ailleurs faut que je commence à les lire, j'ai l'Ascension en numérique aussi. Mais où est-ce que vous achetez vos bouquins, si vous avez des bonnes offres, etc. Moi ça m'intéresse parce que pour le coup ça prend pas de place, vous voyez, j'ai l'intégrale des City Hunter là-dedans au lieu qu'ils prennent de la place partout. Et donc je pense que je vais revendre pas mal de séries que j'ai là pour les prendre en numérique, celles dont je veux plus forcément les formats papier. Voilà, j'aime beaucoup la lecture numérique et pour le coup Manga.io c'est 6€ par mois je crois et vous pouvez lire vraiment des tonnes et des tonnes de bouquins pour un prix absolument minime. Et tout ça avec la vraie traduction évidemment et pas la traduction à la zob des équipes de Scan. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On arrive à la fin de ce premier journal de bord, donc dites-moi si ça vous a plu. Est-ce que vous aimez bien le concept de ce que j'ai acheté et ce que j'ai lu en médiathèque, en achat et en numérique, comment je pourrais retravailler un peu le truc pour que ça soit plus fluide pour vous, etc. Encore une fois, merci à tous d'être aussi nombreux et de participer à chacune des vidéos dans les commentaires, ça me fait plaisir. Désolé de ne pas être ultra présent, je pense à mes copains youtubeurs, Mangakam, même Ed le Fou, etc. Manga Badass, chez qui d'habitude je mets tout le temps des commentaires, là même sélection de manga, mais j'avoue que je décroche un peu du YouTube manga. La plupart des mangas que j'ai achetés et que j'ai lus récemment, c'est ma liste d'envie qui traîne depuis quelques temps. Étant à jour sur toutes mes séries, je me suis permis de commencer des nouvelles séries dont j'avais envie et j'écoute pas trop les recommandations. Je préfère me faire mon propre avis et un petit peu vagabonder dans des trucs que moi j'aime, etc. Dans tous les cas, sachez qu'il y a des trucs qui vont arriver courant de l'année. Je sais pas encore quand, je bosse dessus. Les écrits sont en cours, mais dites-moi si en tout cas, ce truc journal de bord marche bien. Si c'est le cas, on en fera une vraie série, donc numérotée avec générique spécial, etc. Je rebosserai ça. Et on partira par une vidéo par semaine, donc d'achat et de lecture, pour que vous ayez un petit peu un suivi de mon exploration du monde du manga. Voilà, si on peut dire ça comme ça. Donc merci à tous, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, un commentaire, à vous abonner si ce n'était pas encore le cas, ou à utiliser le code Rakuten pour me permettre d'avoir des petits sous-sous, d'acheter encore plus de mangas et de vous faire plaisir à vous aussi. Moi je vous dis à la prochaine, c'était Tada, peace sur vous et à plus. Ciao.